Alors, rebonjour et re-bienvenue à cette journée consacrée à la prévention des TMS. Nous allons maintenant entamer le programme de cet après-midi avec une première présentation qui va nous être faite par M. Gary Debuisson. M. Debuisson est licencié en sciences du travail après avoir obtenu un graduat en sciences sociales. Il possède le diplôme de conseiller en prévention sécurité niveau 1 et il est en même temps coordinateur de chantier temporaire et mobile. Il a la formation, en tout cas le diplôme. Il est également détenteur d'un master complémentaire en gestion des risques et bien-être au travail. Il travaille depuis 16 ans comme conseiller en prévention à la province de Namur, où il dirige à présent ce service depuis maintenant près de 10 ans. Il travaille également comme conseiller en prévention ergonome pour la province de Namur depuis 1 an, en plus de sa fonction de conseiller en prévention sécurité. M. Debuisson est également membre de l'ABES et de l'ARCOP, l'Association royale des conseillers en prévention. M. Debuisson, je vais maintenant vous donner la parole pour nous parler de l'analyse ergonomique réalisée dans le cadre de la réorganisation d'un atelier de menuiserie. Merci Madame Massard. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, comme l'a dit Madame Massard, le résultat de l'analyse ergonomique que j'ai menée dans le cadre de la réorganisation d'un atelier de menuiserie. Donc on va passer ma présentation qui a déjà été évoquée. Et donc je travaille à la province de Namur comme conseiller en prévention. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la province de Namur, c'est une partie de la Belgique qui est en pouvoir décentralisé avec à la tête un conseil provincial ainsi qu'un collège provincial. Le pouvoir politique en place prend des grandes orientations qui sont appliquées par l'administration. Et donc l'administration qui comporte environ 2000 travailleurs qui sont répartis sur le territoire de la province de Namur et qui exercent près de 60 métiers différents. En matière de bien-être au travail, la province de Namur s'est dotée d'un système dynamique de gestion des risques général pour promouvoir le bien-être des travailleurs où chaque acteur a un rôle spécifique à jouer. Il est à noter également que la province de Namur est affiliée à un service externe de prévention pour l'aider à remplir les missions relatives au bien-être. Donc, comme Madame Massard l'a dit, moi je suis conseiller en prévention, sécurité et ergonome. Nous avons également au sein du service interne de prévention un conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux. Et pour les autres aspects, les autres disciplines relatives au bien-être, nous confions ces missions-là à un service externe de prévention. Afin de brasser le cadre général dans lequel la mission m'a été confiée, il faut rappeler que la province de Namur est dans une phase de réorganisation du travail, une phase plus générale de modernisation des activités de son administration. Ainsi, il est prévu, outre une réorganisation du travail qui permet de rassembler le personnel, de promouvoir le travail à distance, de rationaliser le fonctionnement et de développer une réelle culture d'entreprise, il est prévu également de créer un nouveau bâtiment pour rassembler tous les services qui, jusqu'à présent, étaient dispersés sur tout le territoire. Ainsi, un projet de près de 2000 m² réparti sur 2 étages à Salzines, donc juste à côté de Namur, permettra d'accueillir, enfin a permis d'accueillir, parce que maintenant le projet a abouti, 500 travailleurs, dont en principe un atelier de menuiserie qui serait inclus. Quelques images du projet architectural. Donc ça, c'était le projet. Maintenant, dans les faits, il vient d'être inauguré il y a peu, donc il correspond tout à fait à ceci. Et la demande de mon employeur consistait à... donc il souhaitait mon aide en vue d'apporter une dimension ergonomique à l'aménagement de l'atelier de menuiserie qui est prévu à l'origine dans le nouveau bâtiment dans le but d'optimaliser le bien-être des travailleurs. Donc c'était ça sa demande de départ. Ainsi, j'ai établi une méthodologie d'intervention
Donc méthodologie qui se retrouve généralement dans les interventions ergonomiques que nous menons d'une manière générale, mais que j'adapte suivant la situation. Ainsi, je commence par une phase d'analyse de la demande et d'élaboration d'une méthodologie d'étude adaptée. J'aborderai ces points-là plus en détail par la suite. Ensuite, je passerai aux déterminants du travail et l'analyse de l'activité. Là, vous verrez que les aspects participatifs auront vraiment pris une place très importante dans mon étude. L'élaboration de recommandations également co-construites avec les principaux opérateurs. Et ensuite, il y aura une restitution des résultats au concepteur et au directeur général. Concernant la demande et l'élaboration de la méthodologie adaptée, donc après avoir discuté et avoir reçu quelques précisions de l'employeur qui n'étaient pas des moindres, notamment en matière des contraintes, étant donné que en fait, le cahier de charges était déjà attribué et le marché en tant que tel était déjà attribué, et donc on n'avait pas le choix d'adapter la structure du bâtiment. Donc ça signifiait qu'on avait déjà un espace général établi, et on devait se baser sur cet espace sans possibilité de déplacer les murs. Donc, après clarification avec l'employeur et le concepteur, l'intervention visera finalement à proposer, en associant les travailleurs à la réflexion, un plan d'aménagement intégral des nouveaux ateliers de menuiserie, accompagné de différents conseils dans le but d'optimaliser le bien-être des opérateurs, d'assurer leur sécurité et de favoriser l'efficacité de leurs tâches et de leurs activités. En matière d'intervention, donc, moi je proposais d'appliquer le principe du bottom-up, c'est-à-dire de partir de l'observation et de l'analyse de la situation actuelle, parce qu'ils travaillaient déjà dans un atelier, pour permettre avec les travailleurs de déterminer les axes critiques auxquels il convient d'être attentif lors de l'aménagement du nouvel atelier. Ainsi, une démarche d'analyse globale sera effectuée selon le principe du tout est lié, où il convient d'étudier un poste de travail dans son ensemble et pas juste certains aspects pris séparément. On a réalisé également une étude de la littérature sur le sujet, et différentes informations ont été récoltées auprès de divers acteurs de la société, comme le conseiller en prévention sécurité, comme le service externe de prévention, comme la direction des ressources humaines, notamment, et le médecin du travail. Un groupe de travail sera formé pour exploiter les données récoltées et effectuer une proposition d'aménagement, ainsi que les différentes recommandations. Un petit mot sur l'équipe des menuisiers qui travaille au sein d'un service plus global qui s'appelle le service d'entretien du patrimoine immobilier. Donc 20 travailleurs font partie de la cellule d'ouvriers issus de plusieurs secteurs professionnels, notamment la maçonnerie, le jardinage, l'électricité, la plomberie, la peinture ainsi que la menuiserie. La mission principale de ces ouvriers est d'assurer la maintenance du patrimoine immobilier provincial et d'assurer l'évolution de celui-ci par rapport aux exigences des services de l'administration. Il contribue ainsi à préserver la valeur économique et technique des bâtiments tout en veillant à réduire l'impact environnemental de l'activité. L'organigramme du service, donc l'ouvrier qualifié, le menuisier en l'occurrence de la cellule d'entretien, a un contremaître au sein de cette cellule, qui lui-même a un responsable, qui dépend du directeur du service technique, qui lui-même dépend de l'inspecteur général, qui lui-même dépend du directeur général. Donc là, vous avez toute la hiérarchie. C'est important, cette hiérarchie, ça permet de comprendre et de déterminer les acteurs, les principaux acteurs qui seront concernés et qu'on pourra inclure dans la réflexion, dans la recherche de solutions et dans l'analyse de la situation de travail.
Alors, la phase qui concerne les déterminants du travail et l'analyse de l'activité. Donc, après avoir présenté la méthodologie que je viens d'énoncer aux principaux intéressés, donc y compris les opérateurs, je suis passé à une phase d'observation où je me suis intégré dans l'atelier parmi les travailleurs pour voir quelque peu comment ils fonctionnaient. Ainsi, j'ai commencé par décrire le poste de travail, donc description de l'environnement de travail. J'ai établi un plan général de l'atelier, j'ai réalisé un reportage photo et j'ai décrit les différents postes de travail. Cette étape est réalisée en collaboration avec les travailleurs parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas grand-chose à la menuiserie et donc ils ont pu ainsi m'expliquer le rôle des différentes machines, etc. Et ce qui est tout à fait fondamental pour la suite de l'analyse. Donc ici, je vous ai transmis un extrait du reportage photo que j'ai réalisé de différents postes de travail, certains postes clés, certains postes qui posaient problème. J'ai établi le plan général, il n'est pas tout à fait lisible, mais c'était plus pour que vous ayez une vue d'ensemble de mon plan général que j'avais établi, donc qui reprend principalement les différents postes de travail, donc les différentes machines. Alors, j'ai collecté également différentes informations auprès des services ressources. Ainsi, il était mis en évidence que le taux d'absentéisme était relativement faible, il y avait peu de turnover, les plaintes adressées aux médecins du travail étaient inexistantes ou presque, et les plaintes liées aux risques psychosociaux n'étaient pas connues non plus. Alors, je suis passé ensuite à une phase d'analyse de l'activité, où, comme je le disais tout à l'heure, où je me suis intégré parmi l'équipe de travail, où j'ai pu ainsi déterminer le travail tel qu'il était fait réellement, et donc pas uniquement me contenter de la tâche qui était prescrite. J'ai réalisé un descriptif de fonction avec la direction des ressources humaines, donc on a passé en revue le descriptif de fonction des différents agents. J'ai discuté avec eux également pour qu'ils m'expliquent ces différents points. J'ai établi une journée type avec une chronique d'activité. Donc j'étais passé une journée avec eux où, je vous le montrerai tout à l'heure, on a relevé différentes fonctions récurrentes et la manière dont se passait la journée. J'ai également pu observer le fonctionnement de l'atelier en conditions réelles. J'ai établi un plan avec les postes et surtout les espaces de travail, parce que comme vous le verrez tout à l'heure, il y a certes des machines, mais les ouvriers, grâce à eux, m'ont expliqué que quand ils fonctionnaient avec différentes machines, ils ont besoin d'espace autour des différentes machines, et certaines machines à l'heure actuelle, enfin dans l'ancien atelier, posaient problème, notamment en termes d'interaction. Donc ils devaient attendre que le collègue ait terminé avant de pouvoir usiner une pièce, etc. Donc nous avons effectué un débriefing et différents entretiens. Donc ici je vous ai mis un extrait de la journée de travail. Donc j'ai repris les principales phases. Ils commencent pas leur journée à 10h30, ils commencent plus tôt, mais les phases les plus intéressantes. Donc 10h30, les menuisiers se rendent chez le fournisseur avec la camionnette. 11h30, ils reviennent avec le matériel et déchargent le matériel. 12h, ils prennent le repas. 13h, début des usinages de pièces. Il a été mis en évidence, justement, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y avait des interactions en différents postes qui posaient parfois problème. 14h30, une pause. 14h45, reprise d'activité. Alors, je parlais tout à l'heure du plan de l'atelier avec les espaces nécessaires de travail autour des différentes machines. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a énormément d'interactions en différents postes, ce qui leur pose problème, notamment en termes de fonctionnement, mais également en termes de sécurité.
Ce sont des machines très dangereuses et il faut éviter évidemment de bousculer son collègue quand on travaille une machine. Voilà. Alors nous avons également déterminé avec les travailleurs qu'il y avait 3 filières spécifiques de matériaux travaillés au sein de l'atelier. Donc il y a le flux du mélaminé, il y a le flux du bois et le flux du MDF. Et donc j'ai repris sur le plan, en les observant et en débriefant avec eux, le trajet qu'ils faisaient quand ils travaillaient les différents types de matériaux. Donc, vous pouvez vous en rendre compte, il y a beaucoup de retours en arrière, il y a beaucoup de croisements des différents flux, à nouveau, qui posent problème en matière de sécurité, en matière d'organisation. Donc, tous des points qu'il faudra prendre en compte lorsqu'on élaborera des stratégies pour essayer de solutionner ces problèmes-là. Ensuite, nous avons appliqué la méthode de dépistage participatif des risques issue de la stratégie SOBAN, en vue d'appréhender de manière générale l'environnement de travail dans son intégralité et avec les opérateurs. Ainsi, je vous ai mis ici un extrait de certains points, mais donc il y a toute une série de paramètres qui sont pris en compte, qui ont trait à l'environnement de travail, aux conditions de travail. Et donc ici, c'est un extrait qui a permis de déterminer certaines problématiques qui vont être étudiées plus en détail par la suite. Donc ici, on a vu que ce qui posait problème, notamment en termes de troubles musculo-squelettiques, c'était la station debout fréquente et les positions statiques prolongées aux différents postes de travail. Également, les difficultés liées à la manutention manuelle de charge lors de l'usinage des grandes pièces et le transport des pièces finies. Le manque de matériel de transport adapté, ainsi que le personnel non formé préventivement aux risques liés à la manutention manuelle de charge. En matière d'éclairage, il a été mis aussi en évidence un gros problème en matière d'éclairage de certains postes de travail. Et en matière de bruit, de nombreuses machines sont très bruyantes. Il y a également un travail sur écran qui est effectué au sein de l'atelier, mais qui est perturbé grandement par un inconfort sonore dû au fonctionnement des différentes machines. Et certains locaux ne sont pas pourvus de revêtements isolants et non réverbérants, par exemple, ce qui accentue cette sensation, cet inconfort au niveau du bruit. Absence d'inventaire et de registre de fiches de données de sécurité des produits, absence de procédure d'utilisation des produits. Donc ici, on a mis en évidence 3 grandes problématiques qu'on a étudiées plus en détail. Ainsi, notamment par rapport à l'impact du travail sur les troubles musculo-squelettiques, j'ai diffusé un questionnaire qui se base sur une représentation du corps humain, donc selon Corlett et Bishop, où j'ai demandé aux opérateurs de se positionner, d'établir une cotation sur leur inconfort, voire leur douleur, avant leur prestation de travail et à la fin de leur prestation, en pointant les zones de leur corps qui posent problème. Ainsi, on peut se rendre compte que avant de commencer leur travail, la plupart des opérateurs avaient très peu de douleur ou d'inconfort, juste simplement dans le bas des jambes. Par contre, après une journée de 8 heures de travail, ils pointaient surtout le bas du dos, en 6, donc quand même très douloureux, ainsi que le bas des jambes, droite et gauche. Donc c'est la moyenne des cotations qui nous ont renseignées. Ensuite, nous avons étudié plus en détail également le bruit. Donc j'ai réalisé une cartographie de l'atelier au niveau du bruit, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc j'ai été mesurer le bruit lorsque les différentes machines fonctionnaient, donc les principales machines qui posaient problème en termes de bruit. Donc fonctionnement sans usinage et avec usinage, et on a estimé avec les travailleurs la durée de fonctionnement de ces machines-là sur une journée. J'ai également, donc, comme je le disais tout à l'heure, établi une cartographie de la lumière des différentes zones de travail. Donc j'ai coloré en indiquant la légende, par exemple le bleu,
bleu foncé, c'est entre 151 et 300 lux, alors qu'il s'agit de machines notamment de précision. Donc on avait relevé que ça posait problème à ce niveau-là également. Par contre, des zones, par exemple en rouge, plus de 1000 lux, alors que c'est une zone quasi de stockage, donc ce n'était pas indispensable d'avoir une telle luminosité, un tel éclairement dans cette zone de travail. Alors, l'élaboration des recommandations. Donc, le diagnostic va résulter du traitement des données récoltées et analysées. Différentes tendances vont être mises en évidence, sur base desquelles des propositions d'amélioration seront formulées par un groupe de travail. Groupe de travail qui va être constitué du responsable de service, des ouvriers, du conseiller en prévention sécurité et de l'ergonome chargé et mandaté pour réfléchir à des solutions. Dans cette phase-là, nous avons été amenés également à visiter d'autres ateliers, notamment celui de la ville de Namur, pour s'inspirer de l'expérience, des bonnes expériences et des moins bonnes expériences d'autres secteurs d'activité. Nous avons également consulté la littérature ciblée pour profiter des bonnes pratiques du secteur. Alors, fort de ces informations-là, j'ai réalisé un plan sur feuille A3 et je suis venu avec des post-it que j'ai découpés à l'échelle des différents postes de travail. Et donc, je me suis rendu auprès des travailleurs et du responsable. Et nous avons, par itération, donc en essayant différentes formules, nous avons installé ces post-it sur le plan, tenant compte des différentes expériences et des différentes problématiques que nous avions soulevées préalablement. Et nous avons abouti à un plan comme ceci, avec les différents postes implantés dans l'atelier. Ce plan qui prend en compte également la circulation des différents matériaux lorsque les flux se déplacent au sein de l'atelier. Donc, à l'instar de ce qui se fait dans le domaine de la restauration, nous avons préconisé une marche en avant pour éviter le croisement des différents opérateurs et pour éviter également des déplacements inutiles au sein de l'atelier. Et donc, nous sommes parvenus, en espaçant correctement les différents postes, en tenant compte des espaces nécessaires autour des différents postes, nous sommes parvenus à établir un plan modèle que nous avons présenté aux différents concepteurs. Donc, le plan final que nous avons présenté est celui-ci. Voilà. Donc, nous avons émis également différentes recommandations de manière globale qui accompagnaient le plan. Donc, je ne les ai pas reprises en détail, simplement j'ai développé un petit peu plus par la suite la prévention des troubles musculo-squelettiques, mais d'une manière générale, les recommandations concernaient la zone de peinture, parce qu'il n'y avait pas de zone de peinture avec aspiration, etc. prévue. Les différentes voies de circulation n'étaient pas déterminées, n'étaient pas tracées au sol. Les voies d'accès, la lumière naturelle n'était pas non plus privilégiée. L'évacuation des déchets, le sol, les différents locaux sociaux, la signalisation de sécurité, le stockage, l'électricité, la prévention des troubles musculo-squelettiques, la pollution atmosphérique, le nettoyage, l'éclairage, l'incendie, la prévention incendie, le travail administratif, l'organisation du travail et la communication. En matière de prévention de troubles musculo-squelettiques, nous avons relevé qu'une sensibilisation aux risques spécifiques de troubles musculo-squelettiques serait nécessaire et devrait être renforcée, bien que les travailleurs aient déjà reçu certaines informations sur le sujet. Ils ne l'appliquaient pas nécessairement, ou du moins ils n'en ressentaient pas, enfin ils pensaient ne pas en ressentir nécessairement le besoin. Et donc, nous avons prévu de mettre sur pied une formation à la manutention manuelle de charge qui se passerait idéalement sur site. Alors, différents moyens d'aide à la manutention manuelle de charge doivent être fournis. Ainsi, l'utilisation d'un transpalette, d'un chariot élévateur ou de servante est conseillée pour le transport et la manipulation des pièces.
Par ailleurs, vu que les travailleurs se plaignaient régulièrement de leur position statique et position debout, donc il est recommandé d'installer sous les différents postes qu'ils permettent, évidemment, hein, parce que ce n'est pas très intéressant de supprimer des risques pour en rajouter d'autres. Donc là où la situation le permet, il est préconisé de rajouter des barres repose-pieds sous le poste de travail pour soulager par alternance les membres inférieurs. Différentes pauses régulières doivent être ménagées et surtout prises par les travailleurs, parce que quand ils sont lancés, ils me disaient que quand ils étaient lancés dans l'usinage de leurs pièces, les minutes, voire les heures se passaient sans qu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas pris de pause depuis un certain temps. Et une alternance des tâches debout-assis sont privilégiées. Donc également, certains postes permettent par exemple de travailler en position assis-debout, donc notamment qui peuvent être aider cette position debout par un tabouret où l'assise reste quand même dynamique, mais ça permet de reposer quelque peu les membres et le dos. Alors il est préconisé également d'installer un quai de chargement pour faciliter le transfert des pièces à l'entrée de l'atelier et à la sortie quand les pièces ont été usinées et sont prêtes à être transportées. Ainsi également que pour l'évacuation des différents déchets. Alors les tables de travail doivent être positionnées à une hauteur facilitant le travail des opérateurs. Elles seront idéalement réglables en hauteur et pourront être adaptées à la tâche. Une hauteur réglable entre 96 et 122 cm est recommandée pour le travail en position debout, suivant le type d'activité réalisée et la pièce usinée. Donc, comme je disais tout à l'heure, un tabouret à assise dynamique peut être fourni. Donc, nous avons fait ensuite une présentation des résultats à l'employeur et aux différents concepteurs. Nous avons quelque peu réajusté ou apporté certaines précisions et nous avons effectué la proposition finale. Donc, ce n'est pas très lisible, mais je le détaille un petit peu plus par la suite. Donc, j'ai résumé ma méthode d'intervention. Donc, 4 grandes phases, la demande et la méthodologie, les déterminants du travail, donc technique, organisationnel et humain, et l'analyse de l'activité, l'élaboration des recommandations et la livraison de l'output. Alors, pour la première phase, demande et méthodologie, donc la demande initiale a fait l'objet d'une discussion, donc l'entretien avec le directeur général, donc, qui incarnait l'employeur dans ce cas-ci. Nous avons reformulé la demande et nous avons établi une proposition d'intervention auprès du directeur général. Nous avons présenté la méthodologie de la recherche au directeur général et aux différents acteurs concernés, y compris les opérateurs. Ensuite, la deuxième phase, nous avons mis en place un plan d'observation donc, qui a permis de décrire l'environnement de travail, visite de l'atelier, prise de mesures, prise de notes, réalisation d'un plan des différents postes avec cotes, réalisation d'un reportage photo. Nous avons ensuite analysé l'activité en conditions réelles. Donc, ça a permis d'établir des différences entre le travail réel et le travail prescrit, tel qu'il était prescrit notamment dans le descriptif de fonction. J'ai pu observer les différentes activités et les différentes tâches, les différentes procédures qui sont mises en place. J'ai beaucoup verbalisé avec les opérateurs et nous avons analysé donc, le descriptif de fonction. Ensuite, j'ai appliqué la méthodologie de dépistage participatif des risques qui a permis de mettre en évidence certains points qui ont été approfondis. Et nous avons récolté différentes données provenant de différents acteurs de l'entreprise, donc ressources humaines, médecins du travail, etc. Ensuite, nous avons analysé les résultats, établi un diagnostic et proposé des recommandations grâce au groupe de travail, grâce à différentes visites, grâce à la littérature, la simulation sur plan. Voilà. Ensuite, nous avons présenté aux demandeurs et aux concepteurs, donc sur base d'une rencontre et d'entretien. Nous avons réajusté
avec le groupe de travail, tout ça pour aboutir à la proposition finale, donc les propositions que j'ai abordées tout à l'heure. Donc par la suite, j'ai fait un petit bilan de l'intervention. Donc l'approche participative dépasse le simple recueil d'opinions des travailleurs. Dans le cas présent, elle passe par l'observation de l'activité réelle des travailleurs et le débriefing avec ceux-ci. En outre, plusieurs exemples ressortent de cette étude pour illustrer la complémentarité entre l'architecture et l'ergonomie. Divers écueils ont pu être ainsi évités par rapport à la conception telle qu'elle était imaginée par l'architecte initialement. Donc, par exemple, sur base des mesurages effectués par le concepteur, l'atelier à l'origine ne permettait pas d'accueillir la panneauteuse en version dépliée. Donc, en fait, ils étaient venus mesurer les différents postes de travail sans la présence des opérateurs sur site. Et donc, un peu comme moi, ils ne maîtrisaient pas non plus nécessairement le fonctionnement des différentes machines. Et donc, ils ne s'étaient pas rendu compte que quand on usinait une pièce à la panneauteuse, il fallait déplier tous des bras, etc. Donc, ça réclamait toute une place, tout un espace de travail autour des différentes machines. L'espace de stockage était trop important au détriment des autres parties. Et les flux de matériaux dans l'atelier n'avaient pas été déterminés ni pris en compte pour l'implantation des différents postes. L'espace de travail sur ordinateur n'avait pas non plus été créé, parce qu'il s'était dit des menuisiers n'ont pas besoin nécessairement de travailler sur écran. Or si, parce qu'ils étaient amenés à passer des commandes eux-mêmes, à consulter différents sites, différents fournisseurs pour voir s'ils disposaient du matériel nécessaire. Leur vêtement du sol n'était pas adéquat. Les postes de travail d'éclairage d'appoint n'avaient pas été non plus prévus. Les nombreuses portes présentes s'ouvraient vers l'intérieur et ne facilitaient pas en contrôle d'accès, notamment lorsqu'ils usinaient différentes pièces et que le bruit était important. Ils ne voyaient pas si un collègue rentrait dans le local, ce qui pouvait poser problème en matière de sécurité. Et aucun quai de chargement n'était non plus prévu. Alors, quelques réflexions quant à la démarche. Donc, la démarche d'observation et d'analyse a permis d'appréhender l'environnement de travail dans son ensemble, les opérateurs ainsi que leurs caractéristiques et l'impact de leurs activités sur l'entreprise et sur eux-mêmes, en vue de formuler des pistes d'amélioration pour la création du futur atelier. L'approche s'est voulue participative et itérative et a visé à répondre aux exigences de production tout en favorisant la santé, la sécurité et le bien-être au travail. L'intégration de l'ergonome dès la phase de conception est essentielle si on souhaite placer la démarche ergonomique au cœur du projet de conception. Ici, dans le cas présent, j'ai déjà dû faire avec des plans qui étaient déjà établis. Donc, idéalement, ça aurait été bien que je sois associé dès l'entame du projet. Bien que la logique des architectes et des ergonomes peut paraître parfois différente et même parfois opposée, les premiers privilégiant de manière caricaturale le design du projet, alors que les seconds visent plutôt le bien-être des travailleurs et l'efficience de l'activité. Leur complémentarité apporte néanmoins indéniablement une plus-value au projet de conception et permet d'anticiper certains écueils. On remarque également que l'apport de l'ergonomie dépasse largement le cas du projet architectural initial. Outre les aspects immobiliers et mobiliers, l'analyse de l'espace de travail intègre d'autres dimensions comme la qualité du service, l'organisation, les ressources humaines, le bien-être et la valorisation des travailleurs. La valorisation des travailleurs, ça c'est quelque chose qui m'a frappé lors de mon intervention. Donc les travailleurs n'avaient que très rarement été associés à la prise de décision et à l'aménagement de leur poste de travail. Et donc ils sont revenus vers moi en me disant c'est vraiment très chouette de nous associer, c'est vraiment la première fois qu'on est associé à ce type de réflexion. Donc outre le fait qu'on évite certains écueils, il y a également une certaine valorisation de ce personnel qui a été associé à la recherche et l'analyse de leur situation de travail. Et donc la notion d'assistance à maître d'ouvrage de l'ergonome suit un enjeu plus global de conception du travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Debuisson pour
pour cette bonne pratique finalement que vous avez mise en évidence et que vous avez expliqué de façon très détaillée. Pour vous aussi, on a reçu quelques questions. Alors, je vais me permettre de vous poser la première. Il n'est pas courant d'avoir un ergonome en interne dans une entreprise belge. Qu'est-ce qui a permis de mettre en évidence les besoins et ou l'intérêt pour l'ergonomie? Et pensez-vous que le recours à l'ergonome va s'amplifier dans les mois à venir? En tout cas, au sein de notre institution publique, étant donné la volonté du directeur général de moderniser l'administration et étant conscient que le passage par la nouvelle organisation du travail peut parfois poser des problèmes, je pense qu'il a souhaité essayer d'utiliser toutes les possibilités possibles pour éviter ce type de problème qui pourrait survenir par la suite. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire que pour la conception, notamment dans la vision du projet New Way of Working, vous avez aussi une démarche dans laquelle vous êtes impliqué au niveau de l'ergonomie, parce qu'on se rend compte que ça, c'est quand même quelque chose qui est problématique. Et est-ce que ça se met aussi, donc il y a eu une démarche de déménagement, est-ce que c'est le seul local pour lequel vous avez été amené à travailler, ou est-ce que suite à votre démarche, on vous a aussi appelé pour d'autres locaux? Alors justement, c'était plutôt une première au sein de l'administration qu'on fonctionne comme ça. Et je pense que la démarche a spécialement pu percoler vers d'autres secteurs d'activité. Parce que, notamment, je ne l'ai pas précisé, mais l'atelier, au final, n'a pas pu se faire au sein du bâtiment, mais a néanmoins été construit ailleurs. Et donc, on a réitéré cette démarche-là pour le nouvel atelier. Alors, j'ai été par la suite également consulté pour intervenir également dans d'autres secteurs d'activité. Donc, je pense que ça a pu percoler au sein de notre administration, oui. OK. Merci beaucoup, monsieur de Buisson, pour cette présentation. Et nous allons maintenant passer à la présentation suivante. Pour cela, nous allons accueillir monsieur Fasneau. Thierry Fasneau est ingénieur conseil à la direction des risques professionnels à la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Ingénieur Supélec, il a passé plus de 17 ans dans l'industrie, forgeant son expérience marketing et commerciale dans le secteur du B2B. En 2000, M. Fasneau a rejoint la Caisse régionale d'assurance maladie à Strasbourg, prenant en charge l'offre de formation à la prévention des risques professionnels. Mobilisant par ailleurs les professionnels exposés au risque d'accidents routiers, il développe une approche partenariale de la prévention du risque routier professionnel. Depuis 2007, M. Fasneau, qui est ingénieur conseil à la direction des risques professionnels de la CNAM, contribue à la politique de santé au travail avec les partenaires sociaux, en animant le Comité technique national des industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de l'environnement, du livre et de la communication, et en développant des partenariats avec les acteurs majeurs de ces secteurs afin d'installer une politique de prévention au plus près des préoccupations et des besoins des entreprises. Il est également en charge du pilotage et de la coordination du réseau des caisses régionales pour le dossier des troubles musculo-squelettiques, reconnu comme un risque prioritaire et inscrit au plan santé-travail. En 2014, il a d'ailleurs lancé le programme TMS Pro, qui constitue l'une des priorités de la branche accident du travail, maladie professionnelle. Monsieur Fasneau, je vais maintenant vous laisser la parole pour nous parler d'une démarche efficace et reconnue pour aider les entreprises à réduire l'impact des TMS et du mal de dos. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de parler de TMS Pro. Alors, je vais essayer d'appuyer sur le bon bouton. Voilà. Un petit rappel du contexte. Les TMS, donc, on l'a dit, sont des atteintes, bien sûr, à la santé des salariés qui sont exposés à ces risques. Ça revêt aussi un caractère particulier en France, puisque ça fait partie des maladies professionnelles qui sont indemnisées par la sécurité sociale, par la branche accident du travail, maladie professionnelle. Donc, nous sommes l'assurance maladie risque professionnel, c'est la marque en fait de la branche de la sécurité sociale qui a eu la mission qui lui a été confiée par le législateur d'assurer les entreprises pour tous les événements que sont les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et donc dans ce cadre-là, nous nous appuyons sur le réseau des caisses régionales dans les régions, des CARSAT, CRAMIF et Caisse Générale en DOM, mais également sur l'expertise de l'INRS et puis l'apport d'Eurogip qui est chargé d'observer ce qui se passe en Europe et qu'est-ce qui peut être fait aussi au niveau européen. Donc sur les TMS,
vous verrez que nous avons, dans ce cadre-là, suivi en fait les maladies professionnelles TMS, donc indemnisées, mais également les accidents du travail qui ont donné lieu à une lombalgie. On parle de mal de dos de manière commune. La lombalgie, c'est la première cause d'inaptitude avant 45 ans. C'est aussi, au niveau des TMS, ces événements, ce sont des événements qui vont avoir des séquelles importantes, donc des incapacités permanentes qui sont, je dirais, reconnues et indemnisées. 45% des TMS entraînent des séquelles. On a toujours l'impression que les TMS, c'est quelque chose qui se soigne rapidement, mais il y a des séquelles importantes. Au niveau de l'entreprise, c'est 30% des arrêts de travail qui sont causés par un TMS. C'est 2 mois d'arrêt sur une lombalgie en moyenne, 2 mois d'arrêt pour un salarié atteint d'une lombalgie. Et puis globalement, je parlais de la branche accident du travail, donc c'est bien sûr des cotisations qui sont payées par les employeurs concernant ces indemnisations. Et globalement, c'est 2 milliards d'euros sur un budget global de 13 milliards d'euros qui sont consacrés à la reconnaissance et puis bien sûr à l'indemnisation des TMS et des lombalgies. Et donc 22 millions de journées d'arrêt globalement. Donc c'est un sujet important à la fois pour les entreprises mais aussi pour l'assureur que nous sommes de pouvoir développer une démarche de prévention qui soit la plus efficace possible. Alors le constat qu'on a fait en 2013 sur cette capacité qu'ont les entreprises à prendre en compte la prévention des TMS, il était assez, je dirais, varié par rapport à ce qui pouvait se présenter au niveau de l'offre, puisqu'on a une offre de prévention qui s'adresse donc très souvent à des préventeurs ou à des experts. C'est dû aussi à la complexité de la solution à apporter à ces problèmes. On a parlé ce matin de multifactorialité. Il ne suffit pas de traiter le facteur biomécanique, il faut aussi entrer sur les facteurs physiques de l'environnement du travail, mais également sur les facteurs organisationnels et psychosociaux. Et donc ceci, ça n'aide pas l'entreprise à agir au départ. Donc on s'adresse souvent en 2013 à des experts avec des démarches très complètes qui tiennent compte de tous ces facteurs, mais qui peuvent décourager l'entreprise quand il s'agit d'intégrer ces éléments dans son organisation. Et puis des outils d'analyse, de diagnostic qui requièrent des compétences, du fait de la complexité de la démarche. Ça s'adresse à des personnels qui ne sont pas forcément en capacité de répondre directement dans les entreprises. Quand on regarde ça globalement, des difficultés à capitaliser les retours d'expérience, beaucoup d'acteurs présents sur le champ, des démarches, des outils, il existe beaucoup de choses, mais par contre le volume touché n'est pas encore suffisant pour pouvoir dégager des grandes lignes et il va falloir donc s'atteler à pouvoir faciliter l'appropriation par les entreprises de cette démarche de prévention. Du côté financier, une croissance des maladies professionnelles indemnisées qui semble inéluctable et qui suppose que l'on convainque les chefs d'entreprise à avancer. Et puis enfin, vu de notre côté, l'absence d'une offre de service au niveau de l'assurance maladie risque pro, bien claire pour les entreprises et qui soit destinée aux chefs d'entreprise qui, je le rappelle, règlent les cotisations de cette assurance accident du travail maladie professionnelle. D'où la décision de développer une offre de service qui soit visible, lisible et claire. Visible, c'est-à-dire qu'elle soit destinée aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent s'engager clairement, qu'elle soit lisible, c'est-à-dire qu'ils comprennent que ça répond à ses enjeux, à ses priorités et qu'ils puissent intégrer les choses. Et clair, c'est qu'on lui donne tous les moyens d'agir et de s'appuyer sur les compétences nécessaires puisqu'elles ne sont pas forcément dans l'entreprise. Donc cette offre de service, on l'a mise en place en 2014, en avril 2014, c'est le lancement du programme TMS Pro, avec des objectifs qui sont au nombre de 3 principalement. Le premier, bien sûr, c'est de contribuer à faire baisser la sinistralité qui est due au TMS et aux AT manutention manuelle. Donc vous voyez qu'on a englobé dès le départ les accidents et les maladies professionnelles qui répondent à des situations de travail qui sont tout à fait similaires. Le deuxième objectif, c'est de faire progresser la mise en œuvre effective de cette démarche de prévention dans des entreprises. Et pour cela, il fallait augmenter le volume touché. Des actions qu'on menait auprès d'1 millier d'entreprises, ça ne suffisait pas. Donc on a décidé
de changer de braquet, j'allais dire, et de passer à 8000 établissements concernés. Et pour ces établissements, c'est le troisième objectif, c'est de contribuer à leur montée en autonomie dans la prévention de ces risques, donc de faciliter la prise en compte de cette démarche de prévention. Et donc le panel initial en 2014, c'est 0,4% des 2 millions d'établissements que l'on suit en France entière, mais ça représente 35% des TMS indemnisés et 33% des indemnités journalières qui étaient indemnisées aussi par la branche. Donc voilà, 8000 entreprises, voilà ce que ça représente globalement. Et c'est comme ça que nous sommes partis avec la mobilisation de ces entreprises. Ça a nécessité bien entendu de développer un site internet pour pouvoir suivre les choses. Et donc j'en viens à la démarche elle-même. Cette démarche qu'on a voulu structurer avec 4 étapes. 4 étapes pour, je le disais, répondre aux questions que peut se poser un chef d'entreprise pour qu'il puisse s'engager dans une démarche de prévention. Ces 4 questions, vous les voyez, là, l'étape 1, en quoi suis-je concerné? C'est l'état des lieux et les enjeux. L'étape 2, par quoi commencer? Quel est mon projet d'entreprise? L'étape 3, c'est comment je vais agir, comment je vais mettre en place des solutions dans mon entreprise. Et puis l'étape 4, c'était un petit peu une nouveauté aussi dans une démarche de prévention qu'on met à disposition des entreprises, c'est de demander à l'entreprise de se poser des questions sur le bienfait de ses actions, sur ses résultats, sur la nécessité de réorienter les choses, de continuer ou de pouvoir changer et de prévenir de nouveaux risques ou d'anticiper. Donc vous voyez que c'est une démarche d'amélioration continue qui a été visée, que l'on souhaite positionner au niveau de l'entreprise elle-même avec une méthode, un parcours sur ces 4 étapes, 28 questions qui vont permettre de franchir entre guillemets ces étapes, 28 questions au total, et puis à chaque étape des aides, des outils pour agir concrètement, pour que l'entreprise comprenne l'intérêt et qu'elle puisse avancer, sachant que une fois que l'étape 1 sera passée, on passera à l'étape 2, puis 3, puis 4. Une approche participative, ça a été aussi le point de départ, la nécessité, et surtout dans le domaine de l'analyse des situations de travail, de participer, je dirais, globalement au niveau de l'entreprise à l'analyse de l'existant, mais aussi au développement des solutions, de pouvoir hiérarchiser les priorités, donc de s'assurer de la participation des opérateurs, c'est sûr, mais pas que, aussi de l'encadrement de proximité, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que l'encadrement de proximité, il est souvent entre le marteau et l'enclume, excusez-moi l'expression, entre la direction, les objectifs, et puis ce qui se passe au niveau du terrain et des opérateurs. Donc cette nécessité d'avoir une approche participative, et cette approche, je le citais, d'amélioration continue, pour démontrer qu'il est toujours possible d'agir, de mesurer les résultats obtenus et de décider des engagements qui vont suivre. Et ceci, ça ne pouvait pas exister sans un accompagnement. Les compétences ne sont pas forcément en entreprise, donc dans un premier temps, sur ces 8000 établissements, c'est les caisses régionales qui ont assuré cet accompagnement pour pouvoir intervenir au moment clé avec l'entreprise, au niveau de l'engagement pour la mise en place du projet, bien sûr, d'un projet participatif, en fixant des objectifs, s'assurant des compétences, du calendrier, et puis un diagnostic et une définition d'un plan d'action pour pouvoir avoir quelque chose de global et qui ne vient pas uniquement, comme on le disait ce matin, toucher les facteurs biomécaniques, mais qui vient bien toucher l'ensemble des facteurs. Et donc, je le disais aussi sur les résultats, donc la mesure de l'effectivité des mesures de prévention qui ont été mises en place et les suites à donner. Donc c'est là aussi un troisième temps important d'accompagnement des entreprises. On a procédé à une évaluation 4 ans après ce lancement de ce qu'on a appelé la saison 1, vous verrez qu'il y a une saison 2, des constats plutôt positifs. Cette évaluation elle s'est faite auprès de toutes les parties prenantes et notamment des entreprises, des partenaires également qui étaient concernés. Donc très rapidement, un programme qui a été plutôt jugé efficace par les entreprises, 69% de celles qui étaient en étape 3, c'est-à-dire qui avaient développé un plan d'action, ont jugé le programme efficace. Une valorisation de l'accompagnement, ça c'est un point très important, les entreprises ont besoin de cet accompagnement, 88% des entreprises ont jugé cet accompagnement intéressant et étant nécessaire. Les entreprises qui avaient un petit peu plus d'ancienneté ou qui ont avancé plus rapidement et qui avaient validé l'étape 3 du plan d'action
ont jugé que ces actions qui ont été mises en œuvre ont réellement limité ou réduit les facteurs de risque pour 82% d'entre elles. Les formations, on a parlé ce matin de formation, donc là vous verrez que c'est un point aussi important à l'étape 2, où on souhaite qu'on installe quelque chose dans l'entreprise en termes de compétences. 2/3 des répondants donc, ont assisté à une formation pour la prévention des TMS. Il n'y a pas d'obligation de le faire, mais il y en a 2/3 qui ont souscrit et qui ont réalisé cette formation, en tout cas fait suivre cette formation à leurs salariés. Et 80% des formations inscrites à l'offre TMS répondent aux besoins des entreprises. Et puis enfin, le fait de travailler avec un site internet et de pouvoir développer en fait la traçabilité de la démarche a été jugé intéressant, mais avec des améliorations nécessaires, notamment au niveau de l'ergonomie du site. Et globalement, ce qu'on peut retirer, ce sont des avantages qui sont ceux qui ont été vus par les entreprises comme étant une démarche structurée, donc installée, une démarche concrète qui vient questionner la réalité du travail, participative qui vient s'appuyer sur l'ensemble de la participation des salariés à différents niveaux, je l'ai dit, outillée, c'est-à-dire à chaque étape des outils qui sont proposés aux entreprises, et puis une démarche d'amélioration continue. Les résultats chiffrés, 7500 établissements en 2019. Vous voyez qu'il y en a 62% qui ont l'étape 4 validée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont fait ce tour de roue et qu'ils sont dans de nouvelles orientations suite au projet. Le projet a été complété. Il y en a 7% qui sont en étape 3 validée, donc qui vont faire leur évaluation. Le plan d'action a été mis en place. Et 7% qui mettent en place le plan d'action. Et puis 11% qui sont encore à l'étape 1. Ça dépend aussi des projets qui ont été mis en place. Et 13% qui n'ont pas adhéré, on va le dire, qui sont juste inscrits mais qui n'ont pas été plus loin, qui n'ont pas adhéré à la démarche. Donc, des entreprises qui vont peut-être essayer de mieux convaincre ou de suivre différemment. Avec des résultats sur la sinistralité, c'est difficile de mesurer l'évolution de la sinistralité parce qu'on s'est vraiment intéressé aux entreprises qui sont les plus sinistrées et donc les comparer à qui par rapport, il aurait fallu un échantillon témoin. Mais on a mesuré en fait les entreprises qui avaient été accompagnées et celles qui n'ont pas été accompagnées. Et donc, si elles n'ont pas été accompagnées dans le cadre de TMS Pro, elles ont forcément un indice de fréquence plus faible parce qu'elles n'avaient pas une sinistralité aussi forte. Mais la tendance à la baisse sur plusieurs années est plus faible que les entreprises qui ont été accompagnées. Voilà ce qu'on peut dire. Ça a été confirmé par la suite. On est en train de travailler sur une mesure justement des évolutions en sinistralité. Pour donner des éléments de retour d'entreprise, je vous propose une petite vidéo très courte qui vient donner le retour d'entreprise sur les résultats. Les conséquences des TMS, troubles musculo-squelettiques et des lombalgies, sont multiples à la fois pour le salarié lui-même, mais aussi pour l'entreprise au niveau de sa performance. On pense toujours que les TMS sont une fatalité. Aujourd'hui, le programme TMS Pro qui est proposé, c'est un programme qui a fait ses preuves. C'est un programme structuré en 4 étapes. Les TMS sont la première cause datée de maladie pro, puisque notre activité est directement liée à de la manutention manuelle. Donc forcément, ça impacte sur la performance de l'entreprise et en parallèle, ça impacte aussi sur la souffrance des salariés. Donc on a souhaité mettre en place la démarche TMS Pro. Il y a eu un petit temps d'adaptation, mais aujourd'hui, les résultats parlent, puisque cette année, on en est à 80% de réduction du taux d'accident du travail. Au démarrage, on était un peu sceptique sur les aboutissements de la démarche. Et par le biais de l'accompagnement de la CARSAT, la SMISM et des organismes de formation, en fait, et la formation de la personne ressource, ça nous a permis de bien structurer notre démarche avec les outils adaptés. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est de comprendre un petit peu la suite de cette saison 1. Donc, on a décidé, bien sûr, de continuer l'accompagnement de ces entreprises, de développer cet accompagnement pour d'autres entreprises. Donc, on a lancé cette saison 2 donc, en 2020, malheureusement pas plus tôt parce que vous savez que le Covid est passé par là. On avait en gros 1 an de retard sur cette deuxième saison, avec des objectifs qui sont les mêmes, avec, je dirais, des modifications vis-à-vis de la forme du site internet par exemple, mais avec une méthode qui est restée exactement la même. On s'est appuyé sur aussi une campagne
campagne menée par l'assurance maladie sur le mal de dos, campagne grand public qui a été aussi déclinée au niveau professionnel, donc sur la lombalgie. Et donc nous avons décidé de poursuivre bien sûr l'accompagnement des entreprises qui étaient déjà engagées, mais aussi d'intégrer de nouvelles entreprises avec un ciblage lié à la sinistralité AT liée aux manutentions manuelles et plus précisément au niveau des lombalgies. Voilà, ce qui nous a permis d'avoir un panel d'entreprises du même ordre, du même volume, et de pouvoir avancer avec elles en faisant quelques, je dirais, modifications sur la manière d'accompagner, la manière de présenter cette offre de service, en accentuant les approches sectorielles pour faciliter le déploiement de TMS Pro, c'est-à-dire que vous voyez que les 7850 établissements concernés par la saison 2, ils sont globalement dans des secteurs d'activité très concernés. Ce n'est pas 20 secteurs, c'est 7 ou 8 secteurs qui sont concernés. Et donc, un point fort de cette saison 2, c'est de pouvoir, je dirais, développer des partenariats avec les acteurs des secteurs pour mobiliser les entreprises le plus possible dans la démarche TMS Pro. C'est quelque chose de très prometteur et qui aujourd'hui commence à porter ses fruits, notamment dans le transport logistique, dans des secteurs très tendus où la problématique santé-travail et TMS, elle vient naturellement sur la table quand il s'agit de parler, de négocier, puisque il y a des soucis d'embauche, d'attractivité, d'image dans les entreprises, et donc forcément la santé au travail arrive sur le sujet. Développer l'approche grand compte pour pouvoir avoir, je dirais, des grandes entreprises, avoir un moyen une relation au niveau national qui va permettre de mobiliser un nombre plus important d'établissements concernés par les TMS. Cette saison 2 est aussi caractérisée par un accompagnement personnalisé, donc je le disais, une refonte des espaces privés. Chaque entreprise concernée peut se connecter avec un identifiant, un mot de passe pour pouvoir développer, tracer sa démarche. Donc un nouvel espace privé Internet sous forme dématérialisée avec la mise à disposition d'outils, tout sous format Excel. Et puis des temps d'échange, j'en parlais tout à l'heure, qui sont beaucoup plus forts aujourd'hui, en tout cas plus accentués, et notamment avec les partenaires et notamment les services de santé au travail, le médecin du travail, intégré dans la démarche, bien sûr si l'entreprise le souhaite, mais qui va pouvoir apporter ses compétences et aussi la plus-value auprès de l'entreprise quand elle sera aux différentes étapes de progression. Voilà ce qui caractérise cette saison 2, avec, si on regarde rapidement les étapes. L'étape 1, je vous l'ai dit, c'est l'état des lieux, en quoi suis-je concerné. Donc on cherche à réaliser un état des lieux pour mobiliser l'entreprise. Donc ceci se fait à partir de 2 outils. Un outil qu'on a appelé grille de positionnement, outil d'évaluation de la démarche, c'est-à-dire que l'entreprise se pose des questions sur 6 axes, l'engagement de la direction, la mise en œuvre d'une démarche de prévention TMS, la recherche d'autonomie, la participation des salariés, la mise en œuvre des solutions techniques, la recherche de la prévention durable. Donc ce sont des questions, c'est 60 questions que se pose l'entreprise, auxquelles elle répond, et elle a tout de suite une visibilité sur son positionnement par rapport à cette démarche. Et puis un deuxième outil qui est un tableau de bord, ça paraît évident, mais l'idée c'est de formaliser des indicateurs qui sont des indicateurs qui représentent les problèmes rencontrés dans l'entreprise. Donc c'est un outil pour l'entreprise, mais qui va être utilisé tout au long du projet et on l'espère aussi, je dirais, pérennisé, c'est-à-dire qui servira d'outil de veille un peu plus tard. Donc ça, c'est l'étape 1. À l'issue de l'étape 1, normalement, les enjeux sont mesurés et on sait qu'on est concerné. Et donc, on va pouvoir développer son projet. Et développer son projet, c'est l'étape 2. C'est donc informer, mobiliser les salariés dans la démarche, faire le bilan des ressources disponibles dans l'entreprise pour le pilotage, l'animation du projet, mais aussi pour tous les aspects liés à l'analyse du travail et au diagnostic. Et puis, c'est déjà définir les priorités de ce projet, donc procéder à ce qu'on appelle un dépistage, c'est-à-dire d'aller regarder dans les activités de l'entreprise les activités qui sont les plus concernées et de définir une priorisation. Ceci, ça permettra de formaliser l'ensemble par une note de cadrage. Cette note de cadrage, elle va permettre de bien formaliser le projet, la durée, le calendrier. Donc le préalable, bien sûr, c'est l'engagement de la direction. On y veille, on propose des informations, des journées d'information auprès des chefs d'entreprise. Et puis après, c'est la mobilisation des compétences. Un outil de dépistage qui est mis à disposition sur la base d'un outil produit par l'INRS, le D6161,
qui permet simplement, en se positionnant sur différents aspects, de définir quelles sont les situations les plus touchées par le sujet et de prendre et d'aider à la décision. Et derrière, une synthèse qui est faite par cet outil et qui permet de développer la note de cadrage. Et donc c'est là aussi qu'intervient ce que je disais tout à l'heure en termes d'accompagnement, l'appui de la caisse régionale. Quand on a défini son projet, on passe à l'étape 3, comment agir. Donc là, on vient définir en fait quelles sont les solutions à mettre en place, et pour définir les solutions, on procède à un diagnostic qui est ergonomique là, et qui vient questionner tous les facteurs, et donc on a des méthodes qui sont proposées, des outils qu'on a transformés en Excel pour pouvoir aider l'entreprise, et donc là ça demande une certaine compétence, on touche à l'ergonomie, donc là on a une formation qui est proposée pour pouvoir, je dirais une formation de 6 jours, pour pouvoir utiliser ces outils et faire appel aux compétences expertes quand c'est nécessaire. Mais l'idée, c'est d'installer quelque chose dans l'entreprise. Et ça permet donc de développer un plan d'action qui va être mis en œuvre pour que les déterminants soient supprimés au niveau des situations de travail. Et enfin, l'étape 4, quel résultat? Donc, l'évaluation du plan d'action. Donc, on revient aux 2 outils de l'étape 1, le positionnement et le tableau de bord. Et donc, l'étape 4, c'est la question qui se pose, c'est de pérenniser les choses. C'est éventuellement de revenir vers un nouveau projet ou aussi d'anticiper et d'élargir en fait le champ de la compétence de l'entreprise sur le sujet. On parlait ce matin d'élargissement, par exemple, à des modes où on vient répondre à de nouvelles productions de l'entreprise. Donc là, c'est intégrer la prévention au niveau de ces développements, au niveau de la conception. Pour accompagner les entreprises, il y a aussi un accompagnement financier. Donc, nous avons développé 2 aides financières pour les moins de 50 salariés, TMS Pro Diagnostic et TMS Pro Action, qui interviennent aux différentes étapes, aux étapes 2 et 3 essentiellement, avec, vous voyez, des prises en charge qui sont importantes, mais qui permettent d'aider l'entreprise jusqu'à 25 000 € de subvention. Et puis, pour les secteurs d'activité qui ont signé avec la CNAM des conventions, il y a aussi la possibilité d'aider les entreprises jusqu'à 200 salariés. Voilà. Et enfin, donc, cette offre de service, elle est disponible pour toute entreprise. Il y a 2 cas, vous l'aurez compris. Il y a le cas de l'entreprise qui a une certaine sinistralité et qui va être contactée par la caisse régionale pour agir en fait vis-à-vis du sujet TMS et lombalgie, et qui sera accompagnée par la caisse régionale, donc à qui on va ouvrir cet espace privé qui va pouvoir permettre à l'entreprise de développer sa démarche. Et puis il y a le cas numéro 2 où l'entreprise n'a pas été forcément sollicitée par la caisse, mais elle peut être volontaire, elle peut avoir envie de développer la démarche, et donc dans ce cas-là, c'est elle qui fait le chemin vers la caisse régionale pour qu'on lui ouvre un espace privé et qu'elle puisse bénéficier de l'appui de la caisse régionale ou des partenaires. Je parlais des services de santé au travail, on peut parler aussi du bâtiment travaux publics et de l'OPP-BTP qui est tout à fait partie prenante dans la démarche. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus de 13 200 entreprises engagées. C'est encore peu comparé à la sinistralité, mais je pense qu'il faut voir les choses avec le temps. Il faut le temps de les installer. On se rend compte qu'on a valorisé certaines entreprises qui ont adhéré dès le début. Il y a eu des trophées qui ont été mis en place en 2016, puis en 2018. En 2020, malheureusement, on a sauté une année. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est important, je pense, de continuer à accompagner les entreprises, de trouver des moyens de les aider. Et pour terminer, je vais laisser aussi encore une fois la parole aux entreprises avec une petite vidéo qui va donner des éléments de retour d'expérience. Merci. La société Pigeon Travaux Publics est un groupe indépendant régional de l'ouest de la France. 3 grands métiers, les carrières, les travaux publics et le béton prêt à l'emploi. Donc j'ai pu assister il y a 3 ans maintenant à 2 premières réunions à la CARSAT qui m'ont permis de commencer à connaître le sujet TMS. Pour moi, c'est un projet d'entreprise qui nous permet de donner un fil rouge, un fil directeur pour l'ensemble de nos salariés, pour leur donner un projet, pour leur donner une confiance en l'avenir également et une amélioration de leur qualité de vie. On a fait des études de poste, donc la décision a été prise de changer
l'engin, de changer le matériel. On a pu constater une amélioration par rapport au TMS. Donc, moins de bruit, moins d'odeur, moins de vibrations. Nous avons vu aussi une modification importante sur le taux d'absentéisme. Et puis nous avons vu concrètement l'amélioration de nos outils de travail. C'est une très belle récompense, notamment pour notre QSE Lilia Sciano, qui a mis beaucoup d'énergie et qui a été très proactif sur le sujet. Donc Brioche Pasquier Charancieux appartient au groupe Brioche Pasquier, qui compte au total 3300 salariés, répartis en France et aussi à l'étranger. Sur le site de Charancieux, nous sommes 323 salariés au total, et notre activité principale, c'est la brioche. Et il s'est avéré que suite aux maladies professionnelles malheureusement qu'on pouvait rencontrer sur notre site, on avait des problématiques qui étaient en lien aussi avec notre analyse interne sur ce qui était canal carpien, épaule et dos. Les premières actions qu'on a mises en place, d'abord, c'est sur la formation et l'information. On a eu un échange avec l'ensemble de nos salariés, plus d'une vingtaine de réunions. Ensuite, on a eu les mises en place de la formation de nos tuteurs, de manière à ce qu'ils aient un regard de préventeur. Lorsque l'entreprise a établi une cartographie des postes de l'usine, on a essayé de trouver des solutions et des moyens pour améliorer leur quotidien de travail. Donc c'est passé par des aides à la manutention, c'est passé aussi par la fabrication avec l'achat d'un timon motorisé qui tire les cuves, qui évite à l'opérateur d'avoir à le pousser. Et souvent ça passe par l'amélioration de petites choses, donc qui sont assez rapides à faire et qui facilitent leur travail. Merci. Voilà, il me reste à vous donner rendez-vous sur le site Amélie Entreprise, puisque toute l'offre de TMS Pro est disponible sur le site. La description de la démarche, les étapes, le parcours en mode PDF interactif et puis les outils en libre accès. Et puis derrière, l'entreprise, elle peut se lancer dans la démarche ou faire appel à la caisse régionale pour pouvoir être accompagnée. Merci à vous. Merci, Monsieur Fasno, pour cette présentation à nouveau très intéressante sur cette démarche de prévention. À nouveau des questions pour vous, et donc voici la première que nous avons sélectionnée. TMS Pro, vous nous le dites, propose différents outils pour aider les entreprises à chaque étape de la démarche. Est-ce qu'il y a une évolution de ces outils, par exemple, en les déclinant par secteur d'activité? Donc dans les vidéos qu'on voit, c'est plutôt comme si c'était l'entreprise qui utilise l'outil et qui l'adapte à son besoin, mais est-ce que peut-être l'outil à la base se décline différemment par secteur? Alors, il y a effectivement des orientations qui ont été prises pour particulariser les outils en fonction des secteurs d'activité. On a commencé par le sanitaire et médico-social. Donc déjà sur le site, vous verrez qu'il y a une distinction entre des outils qu'on pourrait dire génériques pour toute activité, et puis les outils pour le sanitaire médico-social, notamment les établissements de soins, aussi les EHPAD, l'établissement pour les personnes âgées dépendantes en France, qui représente un secteur très, très concerné. Donc c'est effectivement quelque chose qui se dessine d'autant plus que ce que je disais, on est aujourd'hui en train de travailler de manière beaucoup plus rapprochée avec les partenaires des secteurs d'activité, et donc naturellement les questions reviennent et on peut développer des éléments qui sont spécifiques, sachant que les trames que l'on propose, puisque c'est des trames Excel, je le disais, elles peuvent déjà répondre à beaucoup de choses et globalement à de nombreux secteurs d'activité. Merci. Et une seconde question, est-ce que vous pensez que quelque chose pourrait être fait en lien avec la législation pour inciter les entreprises à entrer dans cette démarche TMS Pro, pour justement ne pas attendre d'avoir des sinistralités importantes avant d'agir? La législation, ça sera très difficile à mon sens d'agir dans ce sens-là. La législation, je reprends ce que disait Yves Roclor ce matin, elle est déjà existante, elle a le mérite d'exister, elle donne des orientations, et notamment les 9 principes de prévention. Elle donne la nécessité de mobiliser des ressources en entreprise. Donc tout ceci, ça existe déjà. Ce qu'il faut, c'est la mettre en place. Et je pense qu'on peut faciliter la mise en place à la fois par des aides financières quand il s'agit de projets importants pour les entreprises, pour assurer l'installation de compétences. Ce qui est important, c'est d'installer les choses dans le temps.
et donc de mesurer en fait le besoin de l'entreprise et de voir comment on peut mieux l'accompagner. Et je ne suis pas certain que ça soit uniquement la réglementation. Je vous disais, on a la mission d'être assureur, donc on a fait des expérimentations sur comment on peut tenir compte justement de l'avancement des choses dans l'entreprise. Donc on a des minorations de cotisations qui peuvent être développées. On a fait l'expérimentation dans certaines régions pour répondre en fait à une entreprise qui a avancé, qui s'est engagée. Donc après, ça donnera envie aux autres de s'engager, c'est ce qu'on pense. Après, il y a aussi le biais des recommandations que l'on travaille avec les partenaires sociaux de la branche. Aujourd'hui, il n'y a pas une recommandation spécifique, mais je pense que le fait de travailler ensemble sur des recommandations sectorielles, je pense au transport logistique, où une recommandation vient d'être adoptée, elle vient directement questionner ce type de risque et donc les solutions pour mettre en œuvre les préconisations de cette recommandation, elles vont se trouver dans une démarche mise en œuvre dans l'entreprise, donc pas TMS Pro. Voilà. Je pense qu'il y a aussi autre chose à regarder, c'est l'élargissement possible après l'étape 4 et toute la question, c'est de la pérennisation dans l'entreprise. Les entreprises bougent très vite, elles changent aussi très vite en termes de compétences, de salariés, d'objectifs. Donc il faut pouvoir les accompagner au-delà d'un simple premier tour de roue que j'ai présenté à l'étape 4. Et donc là, c'est tout l'enjeu, je pense, de l'accompagnement et de la mobilisation des partenaires en prévention. Parfait, merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Nous allons maintenant passer à la dernière présentation de l'après-midi. Et donc, last but not least, we welcomen we nu Anneleen Verhagen. Anneleen Verhagen is lean coach bij Volvo Truck Center Volvo, Marine and Industrie Center en Volvo Group Truck Center Ulst. Ze was eerder aan de slag als interne preventieadviseur bij VGC en bij de VUB. Ze was van 2017 tot 2021 ergonoom bij Volvo Trucks Gent en is sinds 1 oktober gestart in een nieuwe functie, namelijk Lean Coach bij de Volvo Trucks Centers, om zich nog meer toe te leggen op procesoptimalisatie en ergonomie. Sinds januari 2020 is ze bestuurslid van VERV, de Vlaamse Ergonomievereniging, en voorzitter van de werkgroep Industrie. Mevrouw Verhagen, nu laat ik het woord aan u voor een presentatie over het thema van MSA-preventie naar ergonomie bij Volvo Trucks. Dank u wel. Dus ja, als laatste spreker ga ik jullie vandaag een verhaal brengen van bij Volvo Trucks in Gent, van preventie MSA naar ergonomie. Ik ben dus Anneleen en zoals al gezegd, ik ben gestart bij Volvo Trucks in Gent op 1 januari 2017 als preventieadviseur ergonomie. Eerst enkel voor de fabriek en dan nadien ook voor Volvo Brussel en de Volvo Truck Centers. Maar ik ben dus recent veranderd van functie. Ik ben nu lean coach voor de Volvo Truck Centers om nog meer te focussen op de arbeidsprocessen en de arbeidsomstandigheden. Maar dus het verhaal dat ik jullie vandaag ga brengen is dus nog vanuit mijn vorige functie. En zoals ook gezegd, ik ben ook bestuurslid bij VERV, de beroepsvereniging voor ergonomie. En ik ben daar voorzitter van de werkgroep Industrie. En hier zien jullie een foto van onze site in de kanaalzone van Gent. Aan de rechterkant zien jullie de assemblagefabriek, waar dat de vrachtwagen gebouwd wordt. En we zijn binnen de Volvo-groep de hoogvolumefabriek met een maximale capaciteit van 50.000 vrachtwagens per jaar. En wij bouwen vandaag het volledige assortiment van heavy duty, de zware vrachtwagens. Dat zijn in totaal 4 modellen. En we doen dat met 3000 werknemers, voornamelijk arbeiders uiteraard, en ook nog een kleine groep bedienden, in 2 ploegen, de ochtendshift en de namiddagploeg. En dus vandaag draaien wij aan onze maximale capaciteit van 210 trucks per dag. Dus dat wil zeggen dat er elke 4 minuten eigenlijk een afgewerkte truck van de band rijdt. En in 2017 zijn we gestart met ons ergonomiebeleid, onze roadmap ergonomie, om eigenlijk stap per stap te evolueren van een reactieve cultuur naar een proactieve cultuur.
In plaats van problemen op te lossen, willen we ze voorkomen. En die roadmap ergonomie focust eigenlijk op het aanpakken van ergonomische risico's, procesoptimalisatie en ook sensibilisering over goede werkhoudingen en jobrotatie. Met als doel eigenlijk dat de teams autonoom aan ergonomie kunnen werken en de ergonomische risico's kunnen aanpakken. Dus ik als ergonoom, ik ben eigenlijk maar één speler in Hans dit traject, in Hans dit verhaal. Dus zoals ik heb gezegd, we hebben in 2017 daarmee gestart. En als je jouw doel vastlegt en de weg daar naartoe, dan is het heel belangrijk om te weten waar dat je start. En dat hebben we eigenlijk in 2017 in kaart gebracht, de as-is-situatie. We hebben van elke werkpost een risicoanalyse opgemaakt. En daarnaast, naast die oefening, zijn we ook gestart met een werkgroep ergonomie, met een aantal pilotteams, om eigenlijk bottom-up die roadmap ergonomie op te maken. Dus ik was coördinator van die werkgroep, maar de input van de roadmap kwam eigenlijk wel van de vloer. En op de afbeelding daar zie je eigenlijk het resultaat van die oefening in 2017. Dus eigenlijk per afdeling zie je daar de ergo-scores afgebeeld. Dat is met de methodiek van binnen de Volvo-groep. Wij noemen dat de ergomapping. Maar het gaf eigenlijk wel een beeld van de situatie toen op vlak van de ergonomie van onze werkposten. Dus onze roadmap ergonomie bestaat eigenlijk uit 3 levels, 3 niveaus, die ik nu kort zal toelichten. En het is de bedoeling dat die teams eigenlijk die levels gaan doorlopen om te stijgen in competentie en autonomie om met ergonomie om te gaan. Dus het eerste level, het eerste niveau, dus die roadmap ergonomie geeft eigenlijk een structuur aan de teams, om eigenlijk een kapstok om gestructureerd met ergonomie om te gaan. En in het eerste niveau, het eerste level, proberen we eigenlijk de betrokkenheid in het team te gaan creëren en te gaan verhogen door in dialoog te gaan met de operator over de risicoanalyse van zijn werkpost. Maar ook over fysieke ongemakken die zich voordoen en ook acties die kunnen of moeten genomen worden. Dus we willen eigenlijk het eigenaarschap in het team leggen, zodanig dat de teamleden zelf enthousiast worden om op zoek te gaan naar verbeteringen om de werkposten ergonomischer te maken. Ja, want ergonomie in een bedrijf komt pas tot leven als je er elke dag over spreekt. Nu, uit die gesprekken met de operatoren en ook uit die risicoanalyses uiteraard komen er heel veel acties, heel veel verbetervoorstellen naar boven. En dan is het belangrijk in je team om prioriteiten aan te duiden, want je kunt nooit alles op hetzelfde moment aanpakken of verbeteren, dus je gaat keuzes moeten maken. Maar die informatie die daaruit komt en die acties die daaruit komen, dienen wel als input ook voor verbeteringen en ook voor Kaizen-events. Dus dat zijn verbeter-events die wij geregeld in onze fabriek uitvoeren, om eigenlijk een hele werkpost te gaan verbeteren op vlak van kwaliteit, productiviteit, maar dus ook op vlak van ergonomie. In het tweede niveau van die roadmap gaan we een stapje verder en daar willen we eigenlijk de kennis over ergonomie in het team gaan verhogen door de werkleider, teambegeleider en engineer een opleiding ergonomie te laten volgen. Dat is een opleiding die door mezelf, door de ergonoom, wordt gegeven. En ik ga daar eigenlijk de Volvo ergonomie-richtlijnen gaan toelichten. Dat zijn ontwerprichtlijnen die wij binnen de Volvo-groep gebruiken. En ook onze eigen methodieken die we dus gebruiken om werkposten in kaart te brengen, om dus de risicoanalyse op te maken. Dus de bedoeling van die opleiding is dat de teamleden daar kennis mee maken en zelf eigenlijk kunnen gaan gebruiken voor de werkposten in hun eigen zone. Nu, naast het optimaliseren van werkposten en werkposten ergonomischer maken, trachten we ook aandacht te hebben voor goede werkhoudingen en voor het goed gebruik van hulpmiddelen. En dat doen we aan de hand van ambassadeurs. Wij noemen dat missieoperatoren, ergonomie en safety. Dus dat zijn eigenlijk mensen, operatoren, die hun collega's gaan helpen om goede werkhoudingen aan te nemen
En om eigenlijk hen te helpen de montagehandelingen op een goede manier, op een ergonomische manier uit te voeren. In level 3 gaan we nog een stapje verder en daar verwachten we eigenlijk van het team om zelf die risicoanalyse ergonomie op te maken. Dus wij noemen dat de ergomapping, zoals ik al zei. En dat is mogelijk door de opleiding die ze in level 2 hebben gevolgd. Dus wij proberen daar eigenlijk alle teamleden samen te brengen, om alle kennis ook maximaal samen te brengen, om zo die risicoanalyse op te maken. En dat is eigenlijk een opportuniteit voor het team om een werkpost volledig door te lichten. Dus op vlak van werkmethode, werkvolgorde, de gebruikte hulpmiddelen, het proces ook uiteraard, want uw arbeidsproces heeft sowieso een invloed op de ergonomie en omgekeerd. Dus de focus ligt sowieso op procesoptimalisatie. En de informatie die daaruit komt, uit die risicoanalyse, kan opnieuw gebruikt worden om Kaizen-events te gaan organiseren. Het voorbeeld dat je daar ziet zijn 2 ergo-analyses voor en na zo'n Kaizen-event, waarbij dat de werkpost verbeterd is geweest, aangepakt is geweest. En dan zie je dat die werkpost is veranderd van een oranje werkpost naar een groene werkpost bijvoorbeeld. Nu, en als het dan gaat over houdingsbewustzijn, dan willen we dat niet enkel die ambassadeur daar oog voor heeft, maar dat iedereen daarover spreekt en dat de collega's of de operatoren elkaar helpen om ergonomisch te werken. En die tips uitwisselen, dat kan via een teamdialoog bijvoorbeeld, zoals dat je op de foto's ziet. Maar kan ook gewoon doorheen de dag natuurlijk, tijdens het werk. En zeker ook bij nieuwe operatoren die starten, is dat toch wel een belangrijk aandachtspunt. En ook dat inzicht, die kennis over hoe de werkhoudingen kan opnieuw helpen om werkposten te optimaliseren en op zoek te gaan naar die verbeteringen in de zone om werkposten ergonomischer te maken. Nu, dat was heel kort hoe dat onze roadmap in elkaar zit en wat dat de acties zijn die genomen worden door de teams. Nu, waarom doen we dat nu of waarom gebruiken we deze methode? Dus de doelstellingen, ik heb ze hier opgesomd. Het zijn er 4 in totaal dat we toch trachten te bereiken met ons ergonomiebeleid. Uiteraard willen we werkbaar werk creëren voor iedereen die bij ons aan de slag gaat. En we willen ook ons arbeidsproces blijvend optimaliseren. We zitten ook in een concurrentiële wereld waarbij dat we toch ook competitief moeten blijven. Dus dat is toch ook een van de doelstellingen van die roadmap. Daarnaast willen we ook een aantrekkelijke werkgever zijn voor operatoren, voor werknemers die bij ons aan de slag gaan. En ook met oog voor diversiteit en inclusie. Want hoe ergonomischer de werkposten zijn, hoe meer mensen het werk ook kunnen uitvoeren. Dus zowel grote, kleine mensen, sterke, minder sterke mensen, misschien zelfs mensen met medische restricties. Ik denk dat dit toch ook wel de maatschappelijke uitdagingen zijn waar dat we als bedrijf voor staan. Ik heb hier ook nog een aantal voorbeelden verzameld van effectieve werkpostverbeteringen. En ik heb deze 3 voorbeelden gekozen omdat het voorbeelden zijn die ook vanuit het team zijn ontstaan. Zowel de noodzaak tot verbeteren als het idee zelf van de verbetering. De voormontage van de luchttanken, de verste foto, daar heeft het team eigenlijk het fixtuur aangepast, zodanig dat ook dat type variant luchttank kon getakeld worden in plaats van manueel getild. Dan de kitting van de dakluiken, daar is ook een tilhulpmiddel geïnstalleerd, nog niet zo heel lang geleden, om het dakluik ook uit de kist te takelen of te nemen in plaats van manueel. En een tilhulpmiddel dat ook tegelijkertijd het dakluik aanbiedt, zodat de operator er een primeractiviteit nog kan op uitvoeren. En dan het derde voorbeeld, straps en deksels, daar is ook een stapelaar in gebruik genomen, zodat de deksels die afgenomen worden van de kisten met de goederen die toekomen, op een betere hoogte kunnen gestapeld worden.
En naast het aanpassen van bestaande werkposten en het ergonomischer maken van bestaande werkposten, zijn er ook een aantal basics, goede praktijken, die ondertussen ook zijn ingeburgerd en die we altijd toepassen bij nieuwe werkposten of bij nieuwe arbeidssituaties. Bijvoorbeeld de opstelling van onze kisten langs de lijn, die gaan we altijd op hoogte zetten. En ook altijd met ruimte ernaast, zodanig dat die bereikbaarheid goed is en dat de operator zijn stukken op een goede manier uit die kisten kan nemen. Ook werktafels, fixturen die in hoogte instelbaar zijn of die zelfs kunnen ronddraaien, zodanig dat de operator altijd binnen zijn strijkzone die montagehandelingen kan uitvoeren. Kettingkarren bijvoorbeeld gaan altijd ontworpen worden volgens onze Volvo-ergonomierichtlijnen. En bijvoorbeeld die foto helemaal rechts is een voorbeeld van een kettingkar die volledig vanuit het team is ontworpen geweest en getoetst aan onze Volvo-ergonomierichtlijnen. Dus ik ben daar niet bij betrokken geweest. Maar voor mij is dat heel mooi om te zien dat zoiets tot stand komt in het team zelf. En eigenlijk volledig conform onze richtlijnen. Dus wat betreft de hoogte van de stukken die genomen worden en ook het gewicht. Het gewicht van de stukken op basis van de hoogte waarop dat ze uit de kar worden gehaald. En dan als laatste, ik ben bijna klaar met mijn verhaal. Ik heb een paar keer verwezen naar de risicoanalyse ergonomie in mijn verhaal, die dat toch wel heel veel informatie bevat om aan werkpostoptimalisatie te doen. En om ook te evolueren van die reactieve naar die proactieve cultuur. Nu, vanuit mijn rol binnen de verf als bestuurslid wil ik hier ook nog even meedelen dat we dit jaar een praktijkrichtlijn hebben opgemaakt over de risicoanalyse ergonomie, om andere bedrijven ook te helpen die aan de slag willen en die willen starten met de risicoanalyse. En die is beschikbaar in het Nederlands, Engels en het Frans ook en is ook te consulteren op onze website. En dan ben ik eigenlijk klaar met mijn verhaal. Bedankt om naar mij te luisteren. Als er nog vragen zijn, dan... Bedankt mevrouw Verhagen voor deze interessante uiteenzetting. En dus we hebben ook vragen gekregen en we hebben een keuze gemaakt. Een eerste vraag is een constat. Fantastisch dat iedereen werd bij de ergonomie betrokken. Was er weerstand bij sommigen of werd dit direct door iedereen geïmplementeerd? Het is zo dat als je kijkt naar de niveaus van onze roadmap, niet elk team zit al in hetzelfde niveau. Dus er zijn zeker bepaalde snelheden en verschillen tussen de teams. Dus niet elk team is daar even snel mee aan de slag. Dus ik denk dat dat al misschien een antwoord is op de vraag van of dat iedereen direct mee is. Er is zeker ook wat overtuigingskracht nodig of teams hebben andere prioriteiten waardoor het daar wat trager gaat. Bij de operatoren zelf kan het wel gebeuren dat de verwachtingen heel groot zijn en dat er dan daaruit ook een bepaalde weerstand ontstaat om te gaan veranderen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om open te communiceren en om ook soms de boodschap mee te geven dat misschien niet alles direct kan aangepakt worden. En om zo een beetje de verwachtingen te temperen, maar om toch iedereen mee te krijgen in de zaken die mogelijk zijn, korte termijn, lange termijn, en om toch daar een soort van geloofwaardigheid te creëren, zodat die weerstand toch een beetje verdwijnt na verloop van tijd. Bedankt. En een tweede vraag. Wat is het link tussen uw aanpak en de analyse van alle risico's in verband met veiligheid, arbeidsongevallen, PSR enzovoort? Er bestaat zeker een link tussen de twee. Alleen de methode die we bij Volvo Groep hanteren richt zich enkel op de ergonomie van de werkposten en dan de ergonomische risico's daar. Maar we zien wel een link op de zones of de werkposten waar er veel arbeidsongevallen zijn. Daar gaan vaak ook de ergonomische risico's hoger zijn. De noodzaak om met ergonomie te starten 5 jaar geleden was ook omdat de arbeidsongevallen wel hoog waren. Dus er is zeker een link tussen de twee, omdat het gaat over de mens die zijn werk moet uitvoeren. Dus veiligheid en ergonomie komt zeker samen. Maar de methodiek die we binnen Volvo Groep gebruiken,
richt zich specifiek op die ergonomische risico's. Ja. Bedankt. Eh bien, nous voici maintenant arrivés à la fin de cet événement transnational de bonnes pratiques qui était consacré aujourd'hui à la prévention des troubles musculo-squelettiques. On a pu s'en rendre compte, c'est un sujet qui est fortement d'actualité avec la crise Covid et la sédentarité que plusieurs d'entre nous ont connue mais connaissent encore. Mais aujourd'hui, on a pu voir combien il était intéressant de remettre ce sujet à l'actualité et de voir cette prévention des TMS sous un autre angle, avec évidemment toutes les expériences que l'on a pu apprendre aujourd'hui. Alors, à l'issue de cette journée, il y a quand même quelques mots-clés qui ressortent. Et je voudrais en mettre quelques-uns en évidence. On a eu l'occasion d'en parler ce midi avec plusieurs collègues et plusieurs personnes des délégations étrangères. Bien, tout d'abord, c'est le fait que le ministre d'Hermijn, ce matin, a insisté sur une législation spécifique pour les TMS. Je pense que c'est très important et qu'il faudra vraiment se pencher sur ce sujet le plus rapidement possible. Monsieur Rochlor nous a également rappelé ce matin combien l'impact du numérique va engendrer de nouveaux risques et qu'il faudrait également penser au lien entre les RPS et les TMS. Madame Sélis nous a dit aussi ce matin combien on ne bougeait pas assez, et donc je pense qu'on devra retenir ça aussi à l'issue d'une journée comme celle d'aujourd'hui. On a eu Madame l'Empereur qui nous a présenté de l'innovation avec un nouveau métier, le métier de formateur interne. C'est aussi une bonne pratique intéressante à retenir. En parlant de bonnes pratiques, M. de Buisson a commencé l'après-midi en nous parlant d'une approche participative et multidisciplinaire dans laquelle il a intégré directement les travailleurs parce qu'en fait, c'est eux qui connaissent certainement mieux leur poste de travail. Et donc, je pense qu'on peut avoir tous les diplômes possibles et imaginables. Il faut aller sur le terrain, et vous l'avez bien expliqué, pour que l'ergonomie soit prise en compte dès la phase de conception des différents projets. Nous avons ensuite eu M. Fasno. C'était également très intéressant de voir les démarches de prévention avec ce programme TMS Pro, un programme qui a des résultats en tout cas très visibles sur la diminution de la sinistralité des TMS et qui se décline en plusieurs étapes avec une amélioration continue. C'était également très intéressant. Et puis ici, on vient de terminer avec Mme Verhaeghe sur la politique en lien avec l'ergonomie, qui nous a proposé une roadmap spécifique sur ce sujet. C'était également intéressant de voir comment cela s'applique au sein d'entreprises. Tout ce que l'on peut espérer, c'est qu'évidemment, toutes ces bonnes pratiques soient partagées un maximum et ne soient pas le fait de quelques-uns au sein d'entreprises ou de sociétés, mais que justement, tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui puisse vous servir quand vous allez rentrer chez vous. Vous allez en tout cas pouvoir en discuter avec vos collègues pour améliorer tout cela. Alors, je voudrais à présent remercier l'ensemble des participants, des orateurs aujourd'hui, mais aussi les points focaux de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et bien évidemment de la Belgique pour leur présence et leur participation à cet événement. Monsieur le ministre nous le rappelait ce matin, ce sont justement les échanges réguliers entre les différents pays européens, notamment à l'occasion des campagnes et à l'occasion de journées comme celle-ci, qui nous enrichissent tant au niveau du partage de connaissances que des échanges des bonnes pratiques en matière de prévention. Cela a permis de nous réunir durant cette semaine européenne de la santé et de la sécurité au travail et de réunir des experts de nos 4 pays avec un juste mélange aujourd'hui entre des chercheurs et des praticiens. Je voudrais également aujourd'hui remercier les organisateurs, les techniciens et les interprètes, tous mes collègues qui sont aujourd'hui présents et sans qui cette journée n'aurait pas pu être un succès. Alors aujourd'hui, on est dans une salle avec très peu de personnes, mais je veux aussi vous remercier, vous qui, à distance, nous avez suivis aujourd'hui. On avait environ 200 personnes qui nous suivaient et 200 personnes qui ne sont pas uniquement des Belges, des Français, des Luxembourgeois ou des Hollandais, mais on a pu se rendre compte, via les inscriptions, qu'on avait également beaucoup d'autres participants d'autres pays de l'Union européenne et même au-delà de l'Union européenne. Avant de vous quitter, je vous rappelle juste que vous allez vous pourrez recevoir les présentations, mais également un formulaire d'évaluation pour pouvoir évaluer cette journée. Et il me reste un mot pour terminer, c'est de vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, mais surtout de continuer à bien prendre soin de vous. Au revoir. From the shelter of my mind.
gaze beyond